Levlip.fr nous présente la maison Fumetti, à Nantes, dans la manufacture. Les amateurs de bande dessinée indépendante ont désormais un lieu de ressources et d'exposition. Depuis les années 80, le nombre d'auteurs n'a cessé d'augmenter, passant d'une dizaine à plus d'une centaine aujourd'hui à Nantes. La maison Fumetti fait partie de ces institutions nantaises qui soutiennent entre autres l'écriture indépendante. Thomas Brochard y est coordinateur, mais dis-nous Thomas, toi qui es également auteur, pour toi c'est quoi la BD indépendante de nos jours ? Je pense qu'il y a 25 ans, il y a une réalité de bande dessinée indépendante financièrement, économiquement, qui a généré une créativité nouvelle. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle BD avec plein d'éditeurs qui ont vraiment bousculé les choses comme l'association Six Pieds Sous Terre, Cornelius, enfin ils étaient plein comme ça, créés il y a 25 ans. Maintenant, le fond de la bande dessinée indé, tout le monde se l'a approprié. Maintenant on peut retrouver le même objet, le même produit chez un tout petit éditeur que chez Dargaud ou Dupuis, que chez les indés dont je viens de parler, qui sont devenus, mine de rien, assez importants, quoi. Enfin, pour certains. La première influence, elle est toute bête, elle est financière, c'est-à-dire que quand on est chez une petite maison d'édition, on est sur des petits tirages en nombre d'exemplaires, donc on est sur des petits droits d'auteur, on est sur des petits montants, quoi. Que quand on est auteur et qu'on en vit parce qu'on a signé chez Dargaud et qu'on a un contrat décent, c'est pas la même chose que quand on a eu une avance sur droit de 500 ou 1000 € et qu'on est obligé de travailler à côté. Et pourquoi je dis ça, c'est un peu triste, hein, mais c'est l'aspect créatif et imaginatif. Il n'y en a pas un qui a plus d'idées que l'autre, mais forcément pour les développer, c'est pas du tout les mêmes conditions, quoi. Donc clairement, on fait tout ça pour le plaisir de faire un livre, donc autant qu'il y en ait du plaisir, quoi. On ne va pas se mettre des contraintes en plus à se dire « Ah bah non, le lectorat, attends, je sais pas quoi ». Je pense que dans ces ouvrages-là, on voit vraiment le travail de l'auteur, encore plus qu'ailleurs, quoi. Il y a beaucoup d'initiatives de recherche d'alternatives. Il y a des financements, des autofinancements, enfin je sais pas, je pense par exemple à Nantes, il y a un collectif qui s'appelle l'Encre Blanche qui s'est fondé avec des étudiants, enfin ils étaient tout juste diplômés, et ils n'ont pas attendu de trouver un éditeur, ils ont fait un financement sur internet, et ils ont récupéré 17 000 €, ils ont fait leur livre qui est un super projet. Enfin voilà, de trouver d'autres systèmes un peu, plutôt que d'être juste dans l'attente du contrat qui va faire vivre 2 ans, parce que ça c'est devenu un truc qui est de plus en plus compliqué à trouver quand même. Et puis même nous, c'est un peu comme ça qu'on se positionne aussi un petit peu Maison Fumetti, c'est qu'on a envie de soutenir un petit peu cette recherche-là. À Nantes, on a un contexte aujourd'hui qui est hyper favorable. On est quelques villes comme ça en France avec un vivier comme ça. On a beaucoup d'auteurs, mais c'est devenu une vraie scène. C'est pas juste des auteurs hors sol, il y a une vraie scène graphique qui est hyper vivante. Ouais. Aujourd'hui, les auteurs BD ne sont pas seulement nombreux, mais ont aussi différents statuts. Si certains essayent de vivre de leur passion, ce n'est pas le cas pour d'autres. C'est le sujet du second chapitre de Rencontre du 9e art, la série qui planche autour de la BD indé. Feta TV revient d'abord sur l'organisation du Collège des transitions sociétales. Vous découvrirez à quoi ça sert avant un nouveau numéro de Téquitois, rencontre et décryptage de la fonction de sous-préfet avec Sébastien Bécoulet. Je suis graphiste indépendante. Cadre dans un grand groupe diabolique du CAC 40. Je suis chargé d'affaires en maîtrise de demande en énergie. J'ai repris mes études, je suis à la fac. Actuellement, je suis sans emploi. Je travaille à Nantes Métropole. Je suis dessinatrice en bâtiment. Je suis étudiant en histoire en première année. Je suis responsable d'une agence de communication. Je travaille pour une société de financement intégrée à un constructeur de tracteurs. Alors ce soir, c'est l'événement de clôture de la session 2015-2016 de la formation du collège,
où les auditeurs viennent restituer le travail qu'ils ont mené pendant 1 an à peu près sur la question de l'urgence climatique et l'urgence démocratique. Comment on peut imaginer de construire l'avenir sur nos territoires. L'hypothèse qu'on prend, c'est qu'il va falloir inventer une nouvelle gouvernance, passer d'une gouvernance qui globalement est plutôt pyramidale, si je caricature, dans nos pays, en particulier en France, à une gouvernance plutôt partagée, où on va trouver des compétences sur nos territoires, des expertises, des élus, des entreprises, et comment demain, aujourd'hui même, on co-construit l'avenir sur nos territoires. Un débat mouvant, c'est un animateur qui pose une question clivante et les gens doivent se positionner pour ou contre en se mouvant, en se déplaçant physiquement. Et ils adoptent la posture du pour ou contre dans le mouvement. Après ce débat mouvant, là on est dans une phase d'atelier, vous le voyez autour de vous en ce moment. On a 8 ateliers, ils sont tous sur le même thème et on va tenter de faire participer le plus grand nombre, essayer de creuser la question, comment ils l'interprètent, est-ce qu'il y a des expériences positives sur d'autres formes de gouvernance sur les territoires. Et donc on va recueillir tout à l'heure peut-être les meilleures idées et puis on va enchaîner sur un dîner et puis on reviendra en séance plénière avec 2 grands témoins. Cette évocation est le fruit de tout ce qui nous a été transmis par les intervenants, les acteurs de terrain et les organisateurs de la formation. J'avais besoin de mieux comprendre pourquoi on a du mal à faire ensemble. C'était le moment pour moi d'une rupture dans une façon de penser. Yves Saint-Omer, qu'on pourra entendre bientôt, nous rappelait, pour remplacer un régime représentatif qui ne nous représente plus, vers quel régime aller? Un régime autoritaire? Un régime participatif, par tirage au sort? Puisque l'essentiel, c'est le chemin et qu'il nous reste beaucoup à parcourir, nous vous proposons de continuer le chemin tous ensemble. Merci. Chez nous, la démocratie participative, traditionnellement, c'était seulement du consultatif. Je crois que l'expérience montre aujourd'hui en Europe que les dispositifs qui continuent, qui ont du succès, c'est des dispositifs qui sont dans la codécision, qui permettent, après la participation, de voir directement le résultat de ces actes, parce qu'autrement, les gens n'y croient plus. Que si le maire dit voilà, bon, on va vous proposer de débattre sur un sujet, l'extension du terrain de foot. Et donc moi je voudrais vous dire que je suis pour l'extension du terrain de foot parce que ça va vraiment être génial pour les footballeurs et pour la vie moniroise. Donc je vous propose qu'on débatte sur êtes-vous pour ou êtes-vous contre cette extension que j'ai déjà discuté avec les agents et services et j'ai déjà 50 000 € de subvention. Si je présente mon dossier comme ça, eh bien, je l'ai déjà biaisé. Donc je pense que ça c'est vraiment important et ça c'est dans les constats qu'on peut faire, c'est accepter un véritable débat. Merci à vous tous, merci à vous et puis on se retrouve aux conférences débat à partir de la rentrée. Merci. Penser comme il faut, hein, un petit costard, une cravate bien coiffée et qui parle bien. Je sais pas. Et on va dire les questions de l'emploi. Ou... La vigilance, la surveillance. Il est amené à collaborer avec la police, avec les pompiers, avec les hôpitaux. On doit être nommé. On doit faire des études. Et en passant un concours. Ça demande d'abord une capacité d'écoute, parce qu'il faut dialoguer avec tous les acteurs, comprendre les actions qui sont menées par les différents services, dialoguer avec les collectivités, entendre aussi le point de vue, et c'est normal, des habitants, des citoyens, et puis capacité d'animation, de rassemblement autour de projets communs avec tous les autres acteurs. Alors, la fonction de sous-préfet en charge de la politique de la ville est multiple.
Premièrement, c'est coordonner les services de l'État sur le terrain. Il y a des services qui sont directement une autorité en préfecture, il y a les autres directions départementales, la cohésion sociale, la direction départementale des territoires pour tous les sujets de logement, notamment logement social, il y a les sujets d'emploi, il y a les sujets de santé avec l'agence régionale de santé, il y a les sujets d'éducation avec l'inspection d'académie. Donc voilà, on a le panorama de toutes les politiques publiques. Et puis l'État, il ne fait pas seul, donc on travaille nécessairement avec, et c'est particulièrement vrai pour la politique de la ville, avec les collectivités, les villes, l'agglomération, et puis on va travailler avec tous les autres acteurs dans le domaine de l'habitat, en premier lieu les bailleurs, le tissu associatif, puisque le but effectivement de sous-préfet politique de la ville, c'est aussi de faire émerger et de soutenir de toutes les actions qui sont menées de proximité par les associations. Et puis enfin les conseils citoyens, qui est une nouvelle instance qui est en cours de création, qui se déploie dans les différents quartiers en France. Il y en a 850, on a 23 dans la région des Pays de la Loire et 6 aujourd'hui en Loire-Atlantique, avec le but de mieux impliquer, de plus impliquer les habitants, notamment des habitants tirés au sort. Il n'y a pas de parcours classique, il y a une école qui est l'École nationale d'administration qui forme à devenir hauts fonctionnaires et dont sont issus beaucoup de sous-préfets, mais dire des sous-préfets peuvent avoir exercé parcours très différents, d'anciens directeurs d'hôpital, d'anciens commissaires, donc ça peut être très différent. Je pense qu'il y a un rôle qui est très important dans l'acteur, qui est aussi de parler avec le secteur privé, les entreprises. L'État a développé une charte entreprises des quartiers. Le but est assez simple, c'est que qui crée de l'emploi, ce sont les entreprises. Donc nous, au niveau de l'État, on peut mettre des outils, des contrats aidés, faire rapprocher les liens, faire connaître les acteurs, mais il faut qu'on s'appuie sur ces acteurs. Ça, je pense, une vraie évolution par rapport à des années passées. Si j'ai bien compris, un sous-préfet à la politique de la ville coordonne la mise en œuvre de la politique de la ville, soutient les actions, travaille avec les collectivités, fait remonter les informations du terrain. Alors qu'est-ce qui n'est pas clair ? Qui l'évalue et avec quels critères ? Est-ce qu'il y a des sanctions ou des primes ? Et quand on est un serviteur de l'État, on a le droit de donner ses opinions ? Et est-ce qu'il peut exprimer ses convictions ?